Je vous laisse imaginer un pays qui va s'effacer de la carte pendant plus d'un siècle. Plus de frontières, plus de gouvernement, plus de noms sur les cartes postales. La Pologne, elle a vécu ça, 123 ans d'invisibilité. Mais voilà le twist un petit peu absurde, pendant que les cartographes rangeaient leurs plumes, une armée invisible écrivait, imprimait, colportait des mots interdits qui maintenaient la nation en vie, des poèmes transformés en passeports, des chansons devenues des cartes d'identité. Aujourd'hui, dans le podcast du Double K, on va voir comment la littérature clandestine a gardé la flamme allumée, comment la propagande communiste a tenté de la souffler, et pourquoi cette guerre silencieuse façonne encore l'opinion publique polonaise. Bref, l'histoire secrète de l'identité polonaise racontée par les médias. En 1795, la Pologne est découpée en trois parts qui dévorent l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois et le Royaume de Prusse. Les cartes géographiques ferment la parenthèse, mais les Polonais ouvrent un livre. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'un peuple sans territoire ne peut compter ni sur ses armées, ni sur ses institutions. Il ne reste que la mémoire, et la mémoire se transporte sous forme de mots. Le résultat, c'est que la littérature devient ministère de l'Intérieur, l'imprimerie clandestine devient armée, et les auteurs deviennent des ministres de fait. On va prendre par exemple le cas de Henryk Sienkiewicz. En 1896, il publie Quo Vadis. C'est un roman sur les persécutions des chrétiens à Rome. Le sujet antique, pas vraiment. Le livre sort en polonais à Wilno, une ville contrôlée par les Russes, avec la censure qui flaire le moindre parfum d'indépendance. Sienkiewicz habille donc son propos de tunique romaine. Le résultat, c'est des centaines de milliers de Polonais qui lisent une allégorie sur la résistance face à l'oppresseur, sans que le censeur puisse lever le petit doigt. Le livre devient un best-seller continental, Nobel inclus, et la Pologne se retrouve avec une ambassade culturelle qui ne figure sur aucune carte officielle. Mais Sienkiewicz, c'est un petit peu un cas large. En coulisses, des dizaines de poètes jouent les passeurs. On a Adam Mickiewicz qui crée la ballade nationaliste Konrad Wallenrod, qui chante l'honneur et le sacrifice. La police interdit le recueil. On le réimprime à Cracovie, ville autrichienne, donc un petit peu plus libre. On le transporte dans des rouleaux de tissu, on le relie en cercle privé. Le texte voyage plus vite que les trains de l'époque. Chaque copie devient un petit peu une pièce d'identité volante. Tu lis, donc tu es. Tu te souviens, donc tu existes. Un siècle avant les réseaux sociaux, la Pologne fonctionnait déjà un petit peu en peer-to-peer littéraire. En 1905, le cinéma n'est plus un jouet de foire. On a un réalisateur polonais, Władysław Kędzierski, tourne La vieille Pologne. C'est un mélodrame historique sur la bataille de Grunwald. Le film est muet, mais il est accompagné de lectures vivantes. On a un acteur qui, déclamant la scène en voix off pendant que le projectionniste tourne la manivelle, le public entend l'écho de la victoire contre les chevaliers teutoniques en 1410. Il voit l'aigle blanc flotter sur l'écran et il pleure. Vous allez me dire pourquoi? Parce que sur la vraie carte postale, l'aigle polonais est remplacé par l'aigle russe ou le noir aigle prussien. Le cinéma devient un petit peu un raccourci visuel. Deux bobines valent 3 siècles d'histoire. Il est à noter aussi que l'Église catholique participe aussi au réseau. Les prêches dominicaux servent de critique ciné. Ce film est digne d'être vu, il nourrit l'âme. Celui-là risque d'égarer un petit peu la jeunesse. Les curés deviennent ainsi les premiers algorithmes de recommandation. Le résultat, c'est une culture populaire souterraine qui déborde les salons bourgeois, les ouvriers de Łódź, les paysans de Galicie, les étudiants de Varsovie se retrouvent devant l'écran, serrés un petit peu comme des sardines, à reprendre en chœur les mots de l'acteur. C'est un petit peu une nation en kit visuel, un drapeau blanc-rouge plié dans la poche, une bobine 35 mm dans la valise, et hop, on reconstitue
le pays. La fin de l'année 1918, c'est le traité de Versailles, la Pologne reparaît à nouveau sur les cartes, on crie victoire, mais la guerre narrative ne fait que changer d'uniforme. D'un coup, les mots ne sont plus seulement des résistants, ils deviennent des bâtisseurs. Le jeune État a besoin d'un mythe fondateur. Le gouvernement crée donc le ministère de la propagande. Oui, déjà ce mot. Et finance des films comme Le Miracle sur la Viscule, qui glorifie la défaite des bolcheviks en 1920. Le film sort en 1921. Évidemment, il cartonne et le mythe s'imprime. La Pologne passe de la Baltique au Danube, rempart chrétien, etc. Parallèlement, on a la presse privée qui explose. En 1925, Varsovie compte plus de 70 quotidiens. Chaque parti va posséder son journal, sa maison d'édition, sa revue satirique. C'est un petit peu le Far West médiatique. On s'insulte entre socialistes et nationalistes. On publie des éditoriaux trempés dans l'encre violette. On caricature le président Pilsudski à moustache épaisse. Le public polonais devient le plus lettré d'Europe centrale. 80% des jeunes de 15 ans savent lire, contre 60% en France à l'époque. Le résultat, c'est que l'identité est un patchwork vivant, pas une vitrine unique. On est fier, mais on se dispute sur la manière d'être fier. Bref, c'est un petit peu Twitter avant l'heure en version papier. Puis arrivent les nazis, puis les soviétiques. Les deux régimes savent que pour contrôler un territoire, il faut d'abord couper la mémoire. La méthode, c'est fermer les universités, interdire la langue polonaise, brûler les livres. L'occupation interdit jusqu'aux chansons folkloriques. Que fait la société? Elle replonge un petit peu dans l'underground. Les poètes redeviennent des coursiers. On a un exemple, c'est le poète Krzysztof Kamil Baczynski. En 1942, il imprime sous pseudonyme un recueil intitulé Épitaphe pour des amis. Le tirage se limite à 120 exemplaires polycopiés à la main. Chaque copie passe de main en main dans le ghetto de Varsovie. Le texte sert un petit peu à la fois de testament personnel et de bulletin d'information, en disant nous sommes encore là. Baczynski va mourir en août 1944, fusillé à l'âge de 25 ans. Son recueil va survivre, photocopié par l'Armia Craiova et diffusé ensuite à Londres, New York, puis rentré clandestinement. Ainsi, même la mort n'arrive pas à faire taire l'imprimerie polonaise. La guerre est enfin finie, une nouvelle occupation, cette fois celle soviétique. Cette fois, la censure ne vise pas à effacer la Pologne, mais à la recolorer. Le Parti ouvrier unifié crée un ministère de la culture et de la propagande. Le mot, il revient un petit peu au galop et lance des superproductions. On a par exemple L'Aigle de la Pologne, tourné en 1955, qui montre l'armée rouge libératrice et des partisans polonais frères. Le budget se veut colossal, les décors en technicolor. Le film est projeté dans chaque village avec projectionnistes itinérants payés par l'État. Le résultat, c'est une génération qui grandit en croyant que la liberté porte un uniforme soviétique. Mais évidemment, le peuple polonais a déjà 100 ans d'entraînement. Il réplique par la contre-culture deux vecteurs, c'est l'Église et la musique. D'abord, on a l'Église. En 1956, la prédication du cardinal Wyszynski est enregistrée sur des cassettes audio amateurs. Les cassettes circulent dans les usines. Le ton se veut un petit peu simple. Ne croyez pas les images officielles, lisez entre les lignes. Le gouvernement interdit l'enregistrement. On passe à la samizdat papier, des milliers de brochures polycopiées distribuées lors des messes de minuit. Le papier vaut de l'or, on imprime jusqu'aux marges, on coupe la police de caractère à 8 points pour économiser l'encre. Ensuite, il y a aussi la musique. Dans les années 70, le jazz est
officiellement décrétée musique de décadence capitaliste? La réponse, c'est qu'on crée des festivals clandestins dans des caves à Cracovie, et pour y entrer, c'est une tablette de chocolat ou un paquet de cigarettes, un petit peu de la monnaie noire. On a le musicien Tomasz Stanko qui joue ses compositions en hommage à Miles Davis, mais entre deux morceaux, il déclame des poèmes de Herbert. Le public n'est pas branché musique cool, il est branché plutôt musique interdite. Chaque note, elle devient un petit peu un acte politique. Le régime, évidemment, va fermer les yeux. Il sait que réprimer ouvertement ferait de ces musiciens des martyrs. Il préfère ainsi les étouffer à petit feu. Pas de passeport, pas d'enregistrement officiel. Mais le vin est déversé. En 1980, un journaliste de Varsovie enregistre un concert de Stanko sur un magnétophone à bobine, fait passer la bande à Radio Free Europe, et voilà la Pologne entière qui se berce de contre-propagande jazzistique. En 1981, c'est donc le mouvement qui commence sur les chantiers Lénine à Gdansk. Le syndicat Solidarność naît. Il a un organe officiel, le Journal du Travail, qui est tiré à environ 500 000 exemplaires. Le gouvernement le rend illégal. Le journal continue sous le nom de Le Coordinateur, puis Le Paysan Solidaire. Chaque fois qu'un titre est interdit, un nouveau surgit le lendemain. Les journalistes deviennent des ninjas de la presse. Un article sur la grippe porcine en Pologne, en fait, c'est simplement une métaphore sur la corruption du parti. Le lecteur, évidemment, sait décoder, et ça, c'est un sport national. La technologie va aussi suivre. En 1985, des photocopieuses Xerox arrivent de Finlande. Le coût, il est exorbitant, mais l'usine de Gdansk se cotise. Le résultat, c'est 20 000 tracts imprimés en une nuit, distribués aux portes de l'usine avant le lever du soleil. La police saisit la machine. Une autre surgit grâce à l'Église. Le pape Jean-Paul II, lui-même polonais, envoie même des fonds secrets. Les tracts deviennent monnaie courante, on en trouve dans les boîtes aux lettres, sous les essuie-glaces des voitures, même pliés dans les couches de bébé. L'objectif, c'est simplement inonder l'espace public d'une réalité alternative. Chaque tract est une chaîne de TV pirate en papier. Chute du mur, élection partielle, la Pologne entre un petit peu dans l'ère de la démocratie de marché. Le résultat, il est immédiat, c'est l'explosion de chaînes privées entre 1989 et 2015. En 1992, Polsat démarre en tant que première télévision commerciale. En 1997, TVN suit. Les journaux passent de 20 à plus de 300 titres. Le public découvre la liberté comme un supermarché. On peut choisir son journal comme une marque de shampoing. Pour la première fois depuis 1795, l'identité polonaise n'est plus imposée, elle se négocie. Tu veux être ultra européen, tu regardes TVN. Tu préfères la tradition catholique, Polsat te propose même un talk show dominical. Le pays, ça devient un vaste buffet d'autodéfinition. Mais il y a un effet secondaire, c'est que la mémoire résistante commence à s'émousser. Les jeunes nés dans les années 90 n'ont jamais caché un tract dans leurs chaussettes. Ils zappent plutôt entre koh polonais et les clips hip-hop. Pour eux, l'identité, c'est un produit, pas une nécessité de survie. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fiers, ils le sont, mais leur fierté, elle va plus se mesurer en likes et non pas en litres d'encre interdite. Le rêve résistant devient ainsi rétro et la Pologne devient un pays normal, ce qu'elle n'avait jamais été auparavant. Arrive enfin l'année 2015 avec l'arrivée du parti Droit et Justice, le PiS, qui remporte les élections. Et là, on a le début d'un virage au niveau des institutions. Le gouvernement transforme les médias publics en outils de communication patriotique. TVP Info devient vitrine de la grandeur nationale. Par exemple, on a le journal de 19h30 qui ouvre systématiquement sur un reportage sur la bataille de Varsovie 1920, même en plein été. Leurs présentateurs utilisent des formations comme la grande nation polonaise ou nos valeurs chrétiennes. L'opposition
quant à elle, reçoit 30 secondes en fin de bulletin, souvent avec un bandeau rouge indiquant éditorial. Le but, c'est inscrire une identité unifiée, catholique, souverainiste, dans le marbre audiovisuel. La conséquence, c'est tout de suite une perte massive d'audience. Les jeunes migrent alors vers Netflix, YouTube, TikTok. TVP Info devient le favori des plus de 60 ans. Mais le gouvernement va assumer. Il ne vise pas le cœur des 15-25 ans, il vise la mémoire collective. En 2022, on a une série TVP intitulée L'Aigle qui revient et qui raconte la vie d'un commando de Varsovie en 1944. Le budget est colossal. La diffusion se fait en prime time. Le résultat, c'est 3 millions de téléspectateurs, un record d'audience. La série est disponible gratuitement sur la plateforme de TVP, mais piratée dès le lendemain sur des sites de streaming, doublés en anglais. L'identité polonaise devient un petit peu export, version Netflix concurrent. En décembre 2023, on a un changement de majorité parlementaire. Le nouveau gouvernement promet de restaurer l'impartialité des médias publics. La première mesure, c'est la dissolution du conseil d'administration de TVP. Deuxième mesure, le licenciement de la direction nommée par le PiS. La réaction est immédiate, des manifestations devant le siège de TVP. Les militants du PiS scandent main basse sur nos médias. Les militants de la majorité répondent démocratie égale pluralité. Le stand-off dure un petit peu des semaines. Pendant ce temps, les audiences fractales se déplacent. Les soutiens de la ligne patriotique migrent vers des chaînes YouTube naissantes comme Wolna Polska TV, tandis que les opposants applaudissent le retour de reportages d'investigation sur TVN. Résultat, la Pologne se retrouve avec deux écosystèmes médiatiques hermétiques, même fait de narration, l'identité devient double écran, tu choisis ton flux, tu choisis ton camp. En 2024, la bataille se joue désormais sur téléphone. Des créateurs postent des vidéos de 60 secondes sur l'histoire de la Pologne. Le ton se veut un petit peu léger. 3 choses que tu ne savais pas sur Kosciuszko ou Danse sur la chute du communisme. Les vieux puristes vont certainement crier au sacrilège, mais les jeunes, ils découvrent des noms qu'ils n'entendent malheureusement plus à l'école. Le ministère de l'Éducation répond en lançant son propre compte TikTok, Histoire avec classe. C'est une bataille d'algorithmes. Le match, il se veut tendu. D'un côté, on a la rapidité, de l'autre, la précision. Qui gagnera, en fait, peu importe. L'identité polonaise n'est plus seulement un drapeau blanc et rouge, c'est une vidéo verticale en version 9/16. Alors, de la littérature clandestine qui maintenait la nation en vie, à la guerre d'écran où chacun diffuse sa version de la vérité, l'identité polonaise reste une saga médiatique. Les mots ont sauvé la Pologne quand elle n'avait pas de terrain. Aujourd'hui, les images tentent de la modeler selon des lignes éditoriales. Parmi toutes ces voix, quelle sera la vôtre? Écrivez en commentaire un livre, un film ou une vidéo TikTok qui, pour vous, capture l'esprit de la Pologne. Si cette histoire vous a plu, likez et partagez, parce que la mémoire, comme les réseaux, a besoin de chaînes pour survivre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.